Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de règles, de normes sociales. J'ai lu un article récemment qui m'a beaucoup intéressé et je me suis dit que ça pourrait être un sujet de discussion intéressant pour nous. On vit dans un contexte qui est très normé, voire, selon certaines personnes, de plus en plus normé. Certifications diverses et variées, qui sont demandées par les clients, qui sont demandées par les gouvernements, qui sont demandées par certaines industries, qui s'auto-infligent, si on le veut bien, des normes, des règles. Et évidemment, ces règles-là, il faut les ajouter aux anciennes normes, les normes sociales, les règles internes à une entreprise, par exemple, voire même la culture. La culture d'une entreprise ou d'une organisation, on la définit d'ailleurs en général comme l'ensemble des règles non dites. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien parce que l'idée de base, c'est qu'un bon leader, une bonne leader, suit les règles. Elle suit, voire même elle fait respecter les normes sociales. Voire même elle montre l'exemple. On parle beaucoup d'exemplarité, quand on fait des cours de leadership, on dit que l'exemplarité est une des sources de légitimité pour le leadership. Donc, un bon leader, une bonne leader, suit les règles. Fin de l'épisode, à la semaine prochaine. C'est pas aussi simple que ça. On montre scientifiquement que ce n'est pas toujours le cas. On peut faire des mesures, des groupes qu'on sépare, à qui on donne des régimes de leadership différents, et en fait on voit que défier les normes peut être une source de leadership. Alors, en disant ça, vous devriez commencer à voir des exemples se former dans votre esprit. Les premiers exemples qui vont vous venir sont les exemples de politiciens et de politiciennes. Donald Trump, Boris Johnson, Elon Musk. Certaines personnes d'ailleurs qui pensaient pouvoir enfreindre les règles sans avoir à subir de conséquences. On pense à Dominique Strauss-Kahn pour les plus anciens d'entre nous. Et donc, dans certains cas, alors Strauss-Kahn, lui, ça a coûté sa carrière, mais on pense aux autres, Trump, Johnson, Musk et compagnie, on voit que dans certains cas, enfreindre ou contourner une règle peut avoir un impact positif sur le leadership. Donc il ne s'agit pas simplement, je dirais, d'être exemplaire vis-à-vis des règles ou des normes, mais de savoir comment est-ce que enfreindre ou contourner les règles peut avoir un impact positif sur son leadership. Il faut qu'on commence par discuter de ce qu'est une norme sociale. Alors là, je vais vous citer l'article scientifique sur lequel je me base pour cet épisode. Ouvrez les guillemets. Le fonctionnement des communautés dépend souvent de la mesure dans laquelle elles parviennent à aligner le comportement de leurs membres individuels sur les intérêts de la communauté. Cet alignement est facilité par des directives et des attentes comportementales qui privilégient les comportements souhaités par rapport aux comportements indésirables. Ces directives et attentes comportementales, connues sous le nom de normes sociales, peuvent être explicitement énoncées sous la forme de règles ou de lois, mais elles sont souvent plus implicites et non écrites. Ce qui est essentiel, c'est qu'elles sont dans une large mesure approuvées par les membres d'une communauté. En vertu de cette approbation, les normes créent une compréhension commune de ce qui est ou n'est pas acceptable dans un contexte particulier, guidant ainsi le comportement. Fermez les guillemets. Donc une norme sociale, c'est la compréhension commune de ce qui est acceptable. On peut prendre de multiples exemples. Dire bonjour le matin, ne pas voler, etc. etc. Donc ça peut être une loi, mais ça peut être aussi une norme sociale un peu plus non dite. Alors ce qui est intéressant, entre parenthèses, c'est que ces normes sociales peuvent être descriptives. On décrit ce que les gens font. On va dire les Suisses sont plutôt des gens méfiants, par exemple, parce que on aime le calme et la tranquillité, et donc un peu comme les hobbits dans le Seigneur des Anneaux, tout ce qui vient perturber la paix va être vu comme quelque chose de négatif. Donc c'est une norme sociale, la tranquillité en Suisse. Donc elles peuvent être descriptives, ces normes, ou prescriptives. Ce que les gens devraient faire.
tu ne tueras point, hein, pour prendre un exemple connu, c'est une norme sociale prescriptive. Alors, on voit qu'évidemment des normes sociales, il y en a une ribambelle, hein. Il y en a beaucoup différentes. Ce qui est intéressant, c'est que l'éventail des violations des normes est aussi riche que l'éventail des normes. Si la violation des normes, c'est un comportement qui s'écarte de ce que la plupart des membres d'une communauté font et croient devoir faire, ben, il y a autant de manières, voire même peut-être plus de manières, d'enfreindre les lois que de les respecter. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui amèneraient une personne à enfreindre ou contourner les normes sociales ? Alors, c'est une liste qui est évidemment non exhaustive, mais ça nous donnera déjà un peu de grain à moudre. On peut enfreindre une norme pour obtenir un gain personnel, pour obtenir un gain pour son groupe, pour améliorer sa position dans son groupe, pour se sentir en danger, se sentir vivre, pour montrer sa particularité, pour montrer l'inutilité d'une norme, pour prendre soin d'un groupe, pour montrer la contradiction avec ses propres valeurs ou ses propres normes. On peut prendre quelques exemples de chaque. Obtenir un gain personnel, typiquement voler, en entreprise, hein, les gens qui volent des dizaines de centimes et qui, 10 ans plus tard, sont millionnaires. Obtenir un gain pour son groupe. Je vais par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? Obtenir un gain pour son groupe, eh bien, je refuse d'appliquer un règlement parce qu'il pénalise mon groupe plus qu'un autre. Par exemple, quelqu'un qui doit faire du support, et puis un règlement un peu trop strict sur les heures supplémentaires, par exemple. Améliorer sa position dans un groupe, eh bien, je vais, par exemple, enfreindre une loi sur les congés, en accordant un congé une journée, pour gagner du statut dans mon groupe en disant il nous a défendus. Se sentir en danger, on est dans le comportement adolescent, hein, quand par exemple je fais exprès de rouler trop vite en vélomoteur ou en moto, se sentir en danger. Et après du coup j'ai du gain, j'ai roulé à 180 sur une route à 50. Montrer ses particularités, hein, je vais venir en Birkenstock à une réunion d'un conseil d'administration, pour montrer que je suis différent. Où je vais refuser de mettre une cravate quand je suis conseiller communal ou de mettre, une jupe quand je suis conseiller communal. Montrer l'inutilité d'une norme. Je vais par exemple m'asseoir devant quand je m'appelle Rosa Parks et puis que je suis en Alabama dans les années 50, je vais m'asseoir devant. Alors que la norme, c'est que les blacks s'asseyent derrière dans le bus et les blancs s'asseyent devant. Parenthèse, c'est peut-être aussi devant qu'on meurt le plus dans un accident de bus. Mais bref, ceci étant dit, voilà, l'inutilité d'une norme, je le montre en la contredisant. Je peux prendre soin de mon groupe aussi en violant une norme. Par exemple, en refusant d'appliquer... c'est un peu le même exemple qu'avant, en refusant d'appliquer une norme qui est trop difficile à appliquer pour mon groupe. Ou alors montrer la contradiction avec ses propres normes. Par exemple, je professe et je clame à qui veut l'entendre que je suis contre telle valeur de l'entreprise parce qu'elle contredit mes propres valeurs et ainsi gagner du prestige vis-à-vis du groupe. Alors, on a maintenant ce qu'est une norme, hein, donc compréhension commune de ce qui est acceptable. On voit qu'on peut violer des normes, on peut enfreindre des normes, on peut contourner des normes pour toute une série de raisons. D'ailleurs, vous avez vu dans les raisons qu'il y en a qui sont individuelles, il y en a d'autres qui sont collectives. Comment est-ce que ces normes sont appliquées ? Alors, comment est-ce qu'on les fait respecter, ces normes ? Ça, c'est une question intéressante parce que en anglais, on dit enforced ou upholded. Il y a quelque chose, hein, c'est pour ça que faire respecter, enforced, ou upholded, ça veut dire tenu. Hold, c'est tenir, et uphold, c'est tenir en haut, c'est mettre sur un piédestal. C'est vraiment des normes appliquées, c'est pas vraiment le bon terme. Hein. Je pense que faire respecter serait peut-être le mieux. Eh bien, on a les outils, on les connaît déjà. Eh bien, c'est le feedback qui est le mécanisme principal qui permet de faire appliquer les normes sociales. En feedback positif ou en feedback négatif, d'ailleurs. Alors, ce feedback s'exprime de temps en temps matériellement, ça peut être par exemple une récompense ou une sanction, mais plus souvent, le retour du groupe par rapport à la personne qui va enfreindre la norme sera un retour psychologique. On va montrer de l'émotion, on va donner de l'autorité ou de l'influence.
Donc, on a ce qu'est une norme, comment ça marche, pourquoi est-ce qu'on peut les enfreindre, comment est-ce qu'elles sont appliquées. On est maintenant prêt pour voir quel est le lien entre ces normes sociales et notre leadership. Il y a 2 chemins principaux, c'est ce qu'on appelle le framework dominance et prestige. Il y a 2 chemins pour obtenir rang et influence. Et on voit qu'on est dans des mécanismes purement sociologiques, on n'est pas du tout en psychologie. Dominance et prestige. Alors, les deux, je pense que vous pouvez vous les imaginer assez facilement. La dominance, eh bien, c'est l'utilisation de la menace, de la force, de l'agression, de l'intimidation, de tout ce qui est mécanisme sanction-récompense. Entre parenthèses, on voit un lien avec le leadership transactionnel dont on parlera dans des épisodes à venir. La dominance, la réponse, eh bien, c'est souvent la soumission. Je me soumets à la personne qui veut me dominer. Le problème de la dominance, c'est qu'elle fonctionne de manière souvent liée au contexte, avec des effets qui sont très variables. La dominance n'est pas du tout la manière la plus sécurisée, finalement, d'obtenir de l'influence, et donc d'obtenir du leadership. La dominance est surtout utile, par exemple, au début de la formation d'un groupe, ou bien en cas de danger. Donc, sous-entendu, ce sont quand les attributs de la force sont perçus comme utiles au groupe. Donc chaque fois que vous avez des groupes qui sont en situation de faiblesse, alors la dominance sera perçue comme, logiquement, comme un avantage. Pensez aux situations d'inégalité. Et pensez à quel type de politiciens sont promus par les gens qui se sentent floués. Il y a un lien assez direct. On peut penser à l'UDC en Suisse, avec Christophe Blocher. On peut penser à Donald Trump aux États-Unis. Situation d'inégalité, où on pense que quelque chose est injuste. Les gens viennent nous prendre notre travail, les gens viennent, que sais-je, on a peur de quelqu'un parce qu'il menace notre manière de vivre. Eh bien, on va faire appel à quelqu'un qui est perçu comme quelqu'un de dominant. Prestige, eh bien, c'est plutôt avoir du prestige, d'ailleurs on dit avoir du prestige, et être dominant, vous voyez qu'il y a une différence entre être et avoir dans ce cas-là, mais avoir du prestige, c'est qu'on reçoit du respect et de l'admiration des autres. Grâce à quoi ? Nos connaissances, notre expertise, un certain nombre de compétences qu'on peut mettre au service du groupe. Et donc, la réponse au prestige, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler une influence conférée, ou une autorité concédée, ou une soumission volontaire. J'accepte, je donne du prestige à quelqu'un, en parlant bien de lui ou d'elle, en lui donnant ma force, mon énergie. Et donc l'avantage du prestige, c'est qu'il est beaucoup moins souvent lié au contexte que la dominance. On verra après pourquoi. Et alors par contre, il est évidemment beaucoup plus flexible et beaucoup plus utile dans tout type de situation. Donc, dominance, force, menace, agression, prestige, on est plutôt dans le respect et l'admiration. Notez que sur les 5 sources d'influence qu'on a vues par ailleurs, vous voyez que les sources organisationnelles, hiérarchie et conséquences, sont liées à la dominance, alors que les sources personnelles, charisme, expertise, exemplarité, sont liées au prestige. Donc on retrouve en fait dans les 5 sources d'influence cette idée du framework de la dominance et du prestige. Alors, comment est-ce que la dominance et le prestige est lié avec ces normes ? Comment est-ce que le fait d'enfreindre les normes aide la dominance ? Eh bien, si j'enfreins les normes, ça veut dire que je suis capable de faire face aux répercussions. Je suis quelqu'un de solide et je n'ai pas peur des retours. Et donc, je montre une certaine force de caractère, une certaine force, tout court. Si je prends des risques, c'est-à-dire que je n'ai pas peur, et comme je n'ai pas peur, c'est aussi que je montre du courage, donc de la force. Donc, il y a un lien direct entre enfreindre les normes et montrer ou faire état de dominance. Pour le prestige, comment est-ce qu'enfreindre les normes peut aider le prestige ? Eh bien, je peux montrer que je suis un privilégié. Je n'ai pas peur des résultats, mais pas pour les mêmes raisons que dans le cas de la dominance. C'est par exemple, j'ai un nom spécial, ou j'ai une formation spéciale, donc je suis privilégié, ou j'ai par exemple de l'argent, je n'ai pas peur de payer l'amende, qui de toute façon, on prend celui qui roule à 180 plutôt que 50 dans une agglomération. Dans ce cas-là, c'est le statut qui sera donné dans le groupe. On peut aussi penser à certaines caractéristiques spéciales qui aideraient la personne qui enfreint la norme à avoir du prestige. Par exemple, la créativité.
Hein. Si j'enfreins les normes de manière créative, ou si je les contourne de manière créative, je vais obtenir du respect de la part des gens en disant « Ah, il a été malin ». La prise de risque aussi est une manière de gagner du prestige par les qualités particulières. Hein, je prends des risques parce que, par exemple, eh bien, je suis un expert renommé et l'entreprise ne peut pas se permettre, par exemple, de me licencier. Et donc, je vais gagner le respect des gens de mon groupe. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a un mot souvent qu'on a dit juste maintenant, quand on a vu le lien entre enfreindre les normes et le prestige, c'est le concept de groupe. C'est-à-dire que je peux enfreindre les normes et gagner en prestige si c'est pour le bénéfice du groupe. Il y a une espèce de calcul coût-bénéfice là, au niveau du groupe. Est-ce que il enfreint les règles, sous-entendu, il n'est pas exemplaire, mais pour qui est-ce ? Est-ce que c'est pour lui ou elle, ou est-ce que c'est pour l'équipe ? Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que si vous choisissez le chemin de la dominance, vous allez avoir un bénéfice immédiat, parce que violer la norme montre de la force. Hein, là, on est vraiment dans la démonstration de force, on l'appelle comme ça d'ailleurs. En revanche, cette dominance, une fois qu'elle est établie, je suis quelqu'un de dominant, elle peut être perçue comme dangereuse en fonction de l'application pour le groupe. Il est dominant, mais pour qui est-il dominant ? Pour le bénéfice de qui ou de quoi ? Alors que dans le chemin du prestige, le bénéfice est retardé, parce que la question d'application pour le groupe, elle arrive plus tôt. C'est-à-dire qu'avant de vous donner le prestige, les gens vont se poser la question. Mais ce qu'il fait, il le fait pour le bénéfice de qui ? Par contre, une fois que le groupe est convaincu, le prestige est établi et l'influence, elle est gagnée beaucoup plus durablement. Et on reprend l'exemple de Donald Trump. Les gens n'étaient pas très sûrs. Les gens se disaient, bon, finalement, est-ce que je peux avoir confiance en lui ? Est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Est-ce qu'il fait ça pour lui ou pour nous ? Et les gens ont été convaincus qu'il le faisait pour le groupe, et une fois que le prestige est acquis, il est quasiment indélébile, il est durable. Et on le voit, même alors qu'il est... il a été condamné plusieurs fois aux États-Unis, eh bien ses supporters, ses fans continuent à le voir comme quelqu'un d'une personnalité prestigieuse, qui a de l'influence, du charisme et du leadership. Donc, la conclusion, c'est que passer par le prestige est plus long, demande plus de conviction, mais est beaucoup plus stable et beaucoup plus porteur sur le long terme. À court terme, en revanche, et dans certaines situations, en particulier les situations de faiblesse, la dominance, en revanche, peut donner des résultats beaucoup plus rapides. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao!